Dans Art News ce vendredi, avant-première de notre week-end consacré à Le Corbusier. Nous vous emmenons à Rezé, près de Nantes, à la rencontre des habitants de l'un de ses grands ensembles, la Maison Radieuse. Saviez-vous que Le Corbusier était aussi peintre ? La galerie Éric Mouchet à Paris proposait de voir l'architecte sous ce nouvel angle. Peinture, architecture, une grande exposition Le Corbusier s'ouvre bientôt au musée Soulages de Rodez. Vous en verrez quelques fragments. Enfin, nous quitterons Le Corbusier pour le mouvement Dada avec l'exposition Dada Africa au musée de l'Orangerie. C'est comment d'habiter dans un immeuble conçu par Le Corbusier ? Nous avons posé la question aux habitants de la Maison Radieuse près de Nantes. Vivre ensemble, partage, fonctionnalité sont les mots qui reviennent le plus. Alors, si je donnais une couleur à la Maison Radieuse, ce serait le vert. Le rouge. Multicolore. Le bleu, même le bleu suréléen. Gris multicolore parce que la Maison Radieuse est grise et il y a plein de couleurs dessus. C'est le jaune. C'est pas une couleur, c'est plutôt la lumière qui définit. Une forme cubique. Je dirais une bulle. La forme d'un bateau. Bêtement, je suis dans le rectangle. Le carré. Un gros bloc. Alors l'architecture en fait elle a été conçue pour créer une communauté humaine, pour qu'il se passe des choses entre les gens et ça fonctionne depuis 60 ans, ça n'arrête pas de fonctionner. On arrive, il y a une seule entrée, aujourd'hui on va démultiplier les entrées, on va mettre des interphones, des trucs et tout, surtout il ne faut pas que les gens se rencontrent. Ici c'est le contraire et on y tient. Ce qui me plaît le plus à la Maison Radieuse, c'est la vue que j'en ai le soir côté ouest, parce que le bâtiment, il prend vachement bien la lumière. Si on a vraiment envie d'être tranquille, on est chez soi. Et autrement, on sort, on voit du monde, on rencontre plein de monde. J'aime bien la girafe parce qu'on peut se retrouver entre amis et discuter. Le fait d'être dans un immeuble où on est chez soi, mais on est aussi avec les autres, quand on veut. Nous ici, en fait, on est tous mélangés. Au départ, donc ça vient du départ où c'était une coopérative, donc tout le monde était coopérateur HLM. Quand ça a évolué vers une copropriété, donc il a fallu choisir entre devenir locataire HLM ou propriétaire privé. Il y avait à un moment donné 75% de HLM pour 25% de privé. Et là maintenant aujourd'hui, on est à 55% de HLM pour 45% de privé. Et tout est mélangé. Et moi, c'est ça que j'aime ici aussi. Si j'étais pas venue habiter ici, il y a des tas de gens que je n'aurais jamais rencontrés dans ma vie. Une anecdote, c'était la venue du chapiteau de Madame Suzy Productions avec son spectacle Le Jazz dans le Ravin qui était dans le parc de la Maison Radieuse pendant 3 semaines. Et là, c'était la fête. Bon, c'est pas une anecdote très originale parce que ça arrivait à beaucoup de monde, mais j'étais restée bloquée dans l'ascenseur. Comme plein de gens, je suis restée renfermée sur mon balcon. Mon fils qui va à l'école en haut et qui a 3 ans est amoureux d'une petite fille qui est de sa classe et qui descend très vite avant la classe chercher des fleurs dans le jardin, dans le parc, pour lui en donner. On a chacun 6 hectares de parc en fait. C'est comme si, moi je considère que c'est mon jardin. Chaque habitant peut se dire, ben voilà, tout ça c'est mon jardin et il a raison de penser ça parce que chacun c'est son parc quoi. C'est habiter en ville et avoir 6 hectares de verdure comme ça avec tout ce qu'il y a dedans quoi, les potagers, les arbres magnifiques, les jeux, Enfin, c'est un très très bel espace quoi. Donc c'est vrai que ça change tout hein. Donc la Maison Radieuse, en 3 mots, c'est grand, convivial et confortable. J'aimerais grand, indestructible et beau. Famille,
convivialité et amis. Le soleil, la grandeur et l'humanisme. Bien avant l'architecture, Le Corbusier avait manié le pinceau. La galerie Éric Mouchet, à Paris, a dédié une exposition au peintre Le Corbusier. Il signait ses toiles de son vrai nom, Charles-Édouard Jeanneret. Le Corbusier est unanimement reconnu pour ses talents d'architecte. Pourtant, c'est bien par la peinture qu'il a commencé, activité qu'il a d'ailleurs poursuivie tout au long de sa carrière et qu'il ne prenait pas à la légère. Le Corbusier ne se considérait pas du tout comme un peintre du dimanche, il avait une véritable conscience de l'importance de son travail de peintre. D'abord parce que dans la première phase de son travail de peintre, il avait avec aux enfants en 1917-1918 conçu un mouvement pictural, avant même d'avoir une œuvre d'architecte importante, il avait conçu un mouvement pictural qu'ils ont appelé le purisme, et ce mouvement se fondait sur le cubisme en disant tout ce qu'il y avait de bien dans le cubisme, tout ce que le cubisme avait apporté à l'histoire de l'art, mais aussi tout ce qu'il y avait à critiquer dans le cubisme. Ensuite, il a eu une œuvre de peintre plus personnelle, après l'époque puriste, mais dans laquelle il croyait complètement, il était persuadé de faire un très bon travail, et il consacrait une demi-journée chaque jour de son temps à son atelier personnel, ce qu'il appelait effectivement son atelier de la recherche patiente, où il écrivait, où il dessinait, où il gravait, où il peignait. Et puis il consacrait la seconde demi-journée chaque jour à son atelier d'architecture avec ses collaborateurs. À plusieurs reprises, il dit que sans cette œuvre picturale, son œuvre architecturale et urbanistique n'aurait pas eu la même valeur. Au total, Le Corbusier aura laissé 450 toiles et des milliers de dessins. On vous a donné envie de vous plonger dans l'univers Le Corbusier, alors préparez vos valises pour Rodez. Une grande exposition y est bientôt consacrée au musée Soulages. Le Corbusier, l'atelier de la recherche patiente, un métier, à découvrir prochainement au musée Soulages à Rodez. Une exposition directement inspirée de l'ouvrage du même nom du Corbusier. Projets, maquettes, peintures, sculptures sont exposés au sein d'un parcours thématique. Un parcours qui permet de découvrir la pensée et la trajectoire de l'auteur, mais aussi la diversité de ses œuvres. Son travail architectural a révolutionné le XXe siècle, mais Le Corbusier regrette que ses peintures n'aient pas eu la même visibilité. La scénographie de l'exposition met donc en avant un ensemble de pièces choisies de la Fondation Le Corbusier à Paris. Elle est découpée en 3 actes, la période puriste, celle dite des objets à réaction poétique, et enfin celle de la maturité que certains ont appelée brutaliste, et qui compte plusieurs des œuvres les plus connues du Corbusier, comme Marseille, Ronchamp, La Tourette ou Chandigard. L'exposition propose aussi de découvrir des dessins de jeunesse, de voyage ou de femmes. 3 vitrines présentent également des maquettes originales de livres, des objets personnels, des correspondances, ainsi que des photographies d'ambiance montrant l'univers de travail du Corbusier dans son appartement. Le musée a respecté un concept cher au Corbusier, qu'il aimait appeler une synthèse des arts. Afrique, Océanie, Asie, le mouvement Dada puise son inspiration dans les arts premiers. L'exposition Dada Africa est à voir au musée de l'Orangerie à Paris. Dada est un mouvement artistique foisonnant et subversif. Il naît à Zurich en 1916. Très vite, les atrocités liées à la Première Guerre mondiale poussent ces artistes à se tourner vers des horizons qui dépassent les frontières du vieux continent, alors déchirés par les combats. Toutes ces créations vont être pour beaucoup, mais pas chez tous les artistes, mais en tout cas chez certains, teintées d'influences extra-occidentales, que ce soit l'Afrique, que ce soit l'Asie ou l'Amérique. Ça va être véritablement le ferment d'un renouveau, d'une manière de faire différente. On a une multitude d'exemples de ces influences, la manière dont ces artistes peuvent se nourrir, en tout cas d'art venu d'ailleurs. Afrique, mais aussi Océanie, Asie ou Amérique, le mouvement Dada s'est inspiré des œuvres du monde entier, avec une créativité et une inventivité déconcertantes. Pleinement, le mouvement Dada s'est intéressé à ses sources et les a digérées. On a fait d'autres choses. On a créé aussi des objets, redire qu'il y a vraiment des productions artistiques Dada, que ce n'est pas simplement un mouvement de révolte, un mouvement nihiliste, il y a vraiment des œuvres qui sont nées de ce mouvement Dada. Et donc là, on présente en majorité effectivement des œuvres Dada dans leur lien avec les arts extra-occidentaux et
c'est vrai qu'il y a eu toute une recherche qui a été faite pour retrouver les sources directes quand on a pu. Et notamment, donc, certains masques ou certaines sculptures sont présentés au regard des productions des artistes dadaïstes. Mais pour se nourrir de ce foisonnement artistique, encore fallait-il y avoir accès. Une problématique de taille dans un monde sans Internet où l'image circulait beaucoup moins vite qu'aujourd'hui. Ces artistes peuvent avoir accès par de nombreux biais aux arts extra-occidentaux. Il y a tout d'abord les musées, bien sûr, les musées d'ethnographie, que ce soit à Paris, à Berlin, à Leipzig, à Zurich. Ces artistes fréquentent, bien sûr, les musées d'arts extra-occidentaux, qui sont à l'époque des musées d'ethnologie. Mais il y a également des sources par le biais de revues, par le biais de publications. Donc il y a des revues qui circulent, il y a des artistes qui vont se documenter en bibliothèque, comme Tristan Tzara. C'est celui qui aura la démarche la plus scientifique d'ailleurs de ce point de vue, puisqu'il ira retrouver notamment des poèmes océaniens, africains, des retranscriptions qu'il traduira par la suite en allemand. Cette exposition pluridisciplinaire permet de confronter des œuvres extra-occidentales aux productions dadaïstes, mettant ainsi en lumière les processus d'échange et d'appropriation par ces artistes. Avant de se quitter, notre sélection d'expositions du moment. Depuis les années 70, Piero Livio accumule divers objets voués à l'oubli. Résultat, il en fait des œuvres et leur redonne vie en les associant. Des sculptures fantaisistes à découvrir à la Maison européenne de la photographie. Grâce à des œuvres des plus grands sites archéologiques de la côte nord du Pérou, l'exposition Le Pérou avant les Incas présente l'organisation du pouvoir dans les sociétés andines avant le début de l'Empire Inca, 2000 ans avant notre ère. Le musée Bonnard célèbre le 150e anniversaire du peintre du même nom, Pierre Bonnard. Connu pour être le peintre de la couleur et de la lumière, l'exposition retrace toutes les périodes de sa vie, de sa jeunesse nabie et japonisante à ses portraits de nu. Dans le Nord, l'artiste Alain Godon est amené à livrer un regard contemporain sur l'œuvre d'Henri Matisse. Il a choisi New York et Tahiti, des voyages qui ont grandement influencé Matisse, pour construire son architecture du rêve avec plus de 150 œuvres. Istanbul, Alger, Venise, Séville, Lisbonne, ce sont les grandes cités portuaires de la Méditerranée au 6e et 7e siècle. L'exposition Connectivité propose de suivre l'historien Fernand Braudel et d'aborder la Méditerranée de cette époque pour arriver jusqu'aux mégalopoles et métropoles d'aujourd'hui. La couleur, élément indissociable de l'art, émotion, sensation, statut social, style, elle peut traduire plusieurs intentions. La Manufacture nationale de Sèvres rend hommage aux couleurs avec près de 400 œuvres.